C'est au début des années 70 qu'une femme intègre pour la première fois une école de commerce. Depuis, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur, notamment dans le domaine du management, s'est démocratisé. Pourtant, un hiatus demeure entre une telle ouverture et l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Alors pourquoi? Eh bien, je me tourne vers notre invitée, Françoise Milewski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste des questions d'inégalité entre hommes et femmes. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une résistance des mentalités sur le sujet? Oui, très clairement, entre autres, il y a d'autres causes aussi, mais il y a une résistance des mentalités. Aujourd'hui, les femmes sortent plus diplômées que les hommes du système scolaire et universitaire. Et on voit dans le système universitaire que les femmes sont majoritaires dans l'école de la magistrature, elles sont majoritaires en médecine, elles sont majoritaires dans les écoles de journalisme. Il y a une parité dans les écoles de commerce. Ce n'est pas encore le cas dans les écoles d'ingénieurs où elles restent minoritaires et dans les études d'informatique, mais globalement, il y a un accès massif des femmes à l'éducation supérieure et elles sortent plus diplômées que les hommes. Et pourtant, malgré ça, très vite, lorsqu'elles rentrent dans les entreprises, eh bien, il y a très vite un écart de salaire qui se forge au bout de quelques années, qu'elles aient des enfants ou non, parce qu'on va considérer, les employeurs, leurs supérieurs hiérarchiques vont considérer qu'elles sont potentiellement moins disponibles que leurs collègues masculins, et donc on va moins leur proposer des directions d'équipe, d'accès à des postes de responsabilité, et du coup, les inégalités, les discriminations salariales et d'accès aux postes d'encadrement vont très très vite au moment de l'entrée dans les entreprises. Et alors cet archaïsme français, pour le coup, c'est de ça qu'on parle, est-ce qu'il existe ailleurs? Est-ce qu'il est prédominant ailleurs aussi, ou est-ce que c'est une exception française? Non, ça n'est pas une exception française, il existe partout. C'est fondement des inégalités de considérer que les femmes sont moins aptes à exercer des responsabilités professionnelles, existe partout. Il y a des pays, en France en particulier, c'est le cas également de pays scandinaves, où on a mis en place des mesures de quotas. Alors, en France, c'est le début des années 2010, des quotas pour les conseils d'administration dans les entreprises privées, des quotas pour les emplois de direction dans la fonction publique. Ça a en partie résolu ou amélioré la situation pour ces postes-là, pour les postes les plus élevés. Ça n'a pas encore, et loin de là, amélioré la situation pour l'ensemble des accès aux responsabilités professionnelles. Mais la France, du point de vue de l'accès aux responsabilités, n'est pas la plus mal lotie dans des pays. Il y a des pays où la norme du travail ne permet pas encore l'accès des femmes. C'est-à-dire que le travail des femmes n'est pas encore reconnu culturellement et socialement comme nécessaire et justifié. Évidemment. Et est-ce que cette question des quotas, ça pose pas aussi un problème de légitimité par rapport aux compétences? Oui, ça en pose, mais je pense qu'il est secondaire par rapport au reste. Il est secondaire parce que en mettant des quotas formalisés, finalement, on met en place des quotas formels liés à la loi, à ce qui était la situation antérieure, c'est-à-dire des quotas invisibles des hommes, avec des processus de nomination dans leur entourage, de reproduction des nominations à l'image de ce qu'étaient les précédents cadres. Donc, ces quotas corrigent des discriminations antérieures. Alors, il y a des risques, bien sûr, de considérer qu'une femme a été nommée au nom des quotas, mais en pratique, puisque maintenant ça fait un certain nombre d'années que c'est mis en place, on s'aperçoit que ce risque-là, qui était très commenté avant, il est finalement mineur au bénéfice de ce que ça permet effectivement, et il permet de vraiment bien montrer qu'avant, on avait non pas des quotas formels, mais des quotas invisibles. Et alors finalement, que retenir des inégalités, et en particulier de leur recomposition? Et il y a aussi d'ailleurs des inégalités au sein même, chez les femmes, toutes n'ont pas la même situation. Oui, alors quand on regarde les inégalités, on s'aperçoit que les inégalités qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que celles qu'il y avait il y a 40 ans ou à 50 ans. Les inégalités se sont recomposées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Je l'ai dit, les femmes ont investi l'éducation et le marché du travail. Il y a des choses, le chômage également est à peu près équivalent entre femmes et hommes aujourd'hui. Il y a des choses qui ont stagné. Les écarts de salaire ne bougent pas, on n'arrive pas à les réduire véritablement. Et puis il y a des choses qui se sont également dégradées. C'est-à-dire que les femmes ont investi le marché du travail,
les hommes n'ont pas investi dans la même proportion la sphère domestique. Et du coup, ça crée des inégalités à la fois dans le foyer et sur le marché du travail, puisque c'est sur les femmes que repose encore l'essentiel des tâches parentales et domestiques, et elles vont être considérées par les entreprises comme étant, de ce fait-là, moins disponibles. Donc il y a aussi l'apparition de nouvelles inégalités qui sont également liées à la montée de la précarité et du temps partiel dans tous les domaines, dans bon nombre de domaines du secteur tertiaire. Merci beaucoup Françoise Milewski. Merci.